Merci d'écouter Radio France Internationale en direct de Paris où il est maintenant 20h. François Bernard. Bonsoir à tous. Dans l'actualité de ce mardi 8 septembre, l'escalade dans la guerre au Yémen avec le déploiement au sol de forces arabes sunnites en vue de la reconquête du nord de la capitale Sanaa, prise il y a un an par les rebelles chiites. L'armée française qui a effectué ses premiers vols de reconnaissance au-dessus de la Syrie. L'Allemagne affirme qu'elle mettra tous les moyens financiers nécessaires en œuvre pour accueillir et intégrer les réfugiés appelés à s'installer dans le pays. Et puis en France, une réforme du droit du travail qui pourrait voir le jour et accorder une place plus large aux accords d'entreprise. RFI. 10 000 hommes sur le terrain, c'est un tournant au Yémen. Les pays arabes ont envoyé au sol un important contingent. Jusqu'à présent, la coalition arabe menée par l'Arabie Saoudite s'était contentée de soutenir les troupes loyalistes yéménites en leur livrant des armes et en menant des raids aériens. Ces 10 000 hommes pourraient participer à l'assaut de la capitale, toujours aux mains des milices chiites. Clarence Rodriguez. Personne ne s'y attendait, l'envoi de 10 000 militaires sur le terrain, auxquels s'ajoutent les 6 000 Égyptiens et Soudanais dans les prochains jours. Cette intervention terrestre marque incontestablement un tournant dans ce conflit entre pays arabes sunnites et rebelles houthis soutenus par l'Iran. Alors que les Saoudiens ont toujours récusé une intervention terrestre, il semble que la mort de 60 soldats émiratis, bahreïnis et saoudiens le week-end dernier ait provoqué un véritable électrochoc. Déterminés et animés par un esprit de vengeance, les pays arabes de la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite ont renforcé leur dispositif sur place. Ils ont envoyé des équipements supplémentaires, 30 hélicoptères Apache, des véhicules blindés et des lance-roquettes. Reste à savoir si le déploiement de moyens aussi exceptionnels en hommes et en matériel permettra à la coalition d'en finir avec ce conflit enlisé depuis 5 mois. Clarence Rodriguez, Riyad, RFI. Puis escalade également de la violence en Turquie. La rébellion kurde du PKK a frappé de nouveau ce mardi matin, tuant 14 policiers. L'armée turque est entrée sur le sol irakien pour la première fois depuis 4 ans pour poursuivre les rebelles. En Grande-Bretagne, la révélation par le Premier ministre David Cameron qu'il a autorisé l'envoi d'un drone pour tuer 2 djihadistes britanniques du groupe État islamique en Syrie. Cette révélation continue de semer le trouble dans le pays. Ce matin, le ministre de la Défense a justifié ses frappes en insistant sur la légalité d'une action qu'il qualifie de légitime défense. Quant à l'armée française, elle a effectué ses premiers vols de reconnaissance au-dessus de la Syrie. Après l'annonce faite dans ce sens hier par le président François Hollande, c'est son ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui a rappelé les raisons de l'intervention. Écoutez. Daesh poursuit ses atrocités et son emprise. Il doit être bien clair, et il est clair pour tous, que notre condamnation de ces crimes ne varie pas selon l'origine des victimes, et notre devoir d'assistance non plus. Nous n'oublions pas d'ailleurs que les premières victimes de Daesh sont bel et bien des musulmans. Mais nous constatons que ce groupe se livre à une entreprise barbare et systématique d'éradication ethnique et religieuse qui prend pour cible certaines communautés, s'attaquant à l'existence même des chrétiens d'Orient, des yézidis, des turkmènes, des kurdes, des chabaks et de tous ceux plus généralement qui refusent de se soumettre. Les terroristes s'en prennent non seulement aux hommes, aux femmes, aux enfants, mais à l'histoire, à la culture et à l'art. Ils veulent détruire physiquement toutes les traces d'un passé dans lequel ont coexisté les civilisations et les grandes religions. Après le musée de Mossoul, la cité assyrienne de Nimrod, la cité parthe de Hatra, le temple de Bel à Palmyre, ils veulent éradiquer la diversité au Moyen-Orient. Or, la diversité est constitutive du Moyen-Orient. Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius. Des centaines de migrants qui continuent d'affluer en provenance de Grèce vers la Macédoine, d'où ils poursuivent leur route vers l'Union européenne. Et puis, l'exode submerge également la petite île grecque de Lesbos, où se pressent en ce moment 20 000 candidats à l'exil. La proposition attendue de la Commission européenne de répartir 120 000 migrants en Europe n'est qu'un premier pas, c'est ce qu'estime en tout cas Berlin et la chancelière allemande Angela Merkel en appelant ses partenaires de l'UE à accepter un système de quotas sans plafond. Nathalie Versieux est à Berlin pour RFI.
Je suis convaincu que nous pourrons faire face à l'arrivée d'un demi-million de réfugiés par an. Cette petite phrase de Sigmar Gabriel, le ministre de l'économie d'Angela Merkel, relance le débat en Allemagne, alors que le ministre des Finances, Wolfgang Schäuble, présentait ce matin le budget 2016, assurant que le pays mettrait tous les moyens financiers nécessaires en œuvre pour accueillir et surtout intégrer les réfugiés. 500 000 réfugiés par an, c'est précisément le chiffre de nouveaux venus qui serait nécessaire au pays pour maintenir sa population stable dans un contexte de dénatalité. Sans migrants, l'Allemagne ne pourra préserver son système de protection sociale, s'alarment depuis des années experts et politiciens. Mais jusqu'à présent, les tentatives, comme celle de Gerhard Schröder en son temps de faire venir des experts informatiques d'Inde, ces tentatives donc ont jusqu'à présent toutes échoué. De ce point de vue, l'arrivée de réfugiés syriens réputés qualifiés est pour l'Allemagne presque une aubaine. Nathalie Versieux, Berlin, RFI. Et puis cette déclaration du président Hollande, l'exode des populations fuyant la Syrie et l'Irak, dit-il, ne cessera qu'avec une action d'ampleur et un soutien aux pays voisins qui les accueillent. Une déclaration faite par le président français à l'ouverture d'une conférence internationale sur les victimes de violences ethniques et religieuses au Moyen-Orient, une conférence co-organisée par la France et la Jordanie. En Birmanie, le lancement aujourd'hui de la campagne pour les législatives qui se déroule dans 2 mois, ce sera le 8 novembre précisément. Ces élections sont très importantes puisque c'est le Parlement qui choisira ensuite le président du pays. Au Guatemala, les résultats définitifs de l'élection présidentielle de dimanche ne sont pas encore connus. En tête et contre toute attente, l'humoriste Jimmy Morales, candidat anti-système, anti-corruption après la démission fracassante du président Otto Pérez, empêtré dans un scandale de corruption. Pour la 2e place, l'ex-première dame Sandra Torres dépasse pour l'instant légèrement le milliardaire Manuel Baldizón. En attendant le second tour donc du 25 octobre, c'est Alejandro Maldonado qui fait office de président par intérim, mais il prévient, les caisses de l'État sont vides. Écoutez-le. Il faut que nous fassions un inventaire de ce qui est en train d'être réalisé pour voir dans quelle situation nous nous trouvons afin de fixer des priorités. Je dis cela car les ressources financières de l'État sont en faillite. Les caisses de l'État sont au plus bas. Nous avons à peine l'argent nécessaire pour payer les salaires jusqu'à décembre, avec le 13e mois et les prestations sociales. Nous espérons le soutien de la communauté internationale, mais nous n'allons pas demander l'aumône. Ce que nous allons demander, c'est de la solidarité, et c'est un devoir universel. Le président du Guatemala par intérim, des propos recueillis par le service en espagnol de Radio France Internationale. En France, la réforme du droit du travail annoncée par François Hollande doit faire l'objet d'un projet de loi présenté dans les prochains mois. Ce projet de loi propose d'adapter le cadre juridique aux situations particulières des entreprises. La commission Combrexel a été chargée de tracer des recommandations. Son rapport devrait être présenté demain à Matignon, Agnieszka Kumor. C'est une véritable révolution que préconise le rapport. L'ancien directeur général du travail, Jean-Denis Combrexel, a été chargé de trouver des mesures qui élargissent la place de l'accord collectif par rapport au droit du travail actuel. Objectif, donner davantage de souplesse pour favoriser l'emploi et améliorer la situation des entreprises et notamment des petites entreprises. Moins de législation, place au dialogue, résume le rapport dont le quotidien Les Échos a eu connaissance. Concrètement, la négociation pourrait primer sur le code du travail qui serait limité aux grands principes tels que les 48 heures de durée maximale de travail par semaine ou le salaire minimum. Mais l'essentiel du droit régissant les relations de travail entre l'entreprise et les salariés serait soumis aux accords d'entreprise ou de branche avec pour conséquence des dérogations possibles au code du travail. Est-ce que cette réforme choc donnera plus de flexibilité aux entreprises ? Pas sûr, disent les spécialistes. Ce qui permet d'embaucher, ce sont surtout les carnets de commandes bien garnis. En France, toujours, la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, a implicitement confirmé que la centrale nucléaire de Fessenheim ne fermerait pas d'ici la fin du quinquennat de François Hollande, comme le chef de l'État s'y était pourtant engagé. La ministre allemande de l'Environnement fait part de son regret, de sa déception après cette annonce, Fessenheim étant très proche de la frontière entre les deux pays. Un mot de sport, de tennis, pour vous dire que Richard Gasquet s'est qualifié la nuit dernière pour les quarts de finale de l'US Open, grâce à sa victoire en 4-7 face à Thomas Berdych. Gasquet a
donc rejoint Jo-Wilfried Tsonga et Kristina Mladenovic, qualifiés eux aussi depuis dimanche pour les quarts de finale. Mladenovic qui est en ce moment même sur les cours à Flushing Meadows et qui a... Le score est de 1-7 partout contre son adversaire. Un mot de la Bourse de Paris qui a nettement progressé ce mardi, plus 1,07%. L'indice CAC 40 à 4598 points. Vous écoutez RFI, merci. Il est 20h10 à Paris.